La résilience, c'est vraiment une vision à très long terme et inévitablement, le politique est toujours pris dans des questions de court ou moyen terme. Au mieux, c'est du moyen terme, mais le très long terme, c'est difficile finalement à penser pour le politique puisque, et c'est peut-être un des travers de la démocratie, c'est que inévitablement, on est soumis au choix des électeurs et donc aussi à la satisfaction de leurs besoins, de leurs souhaits immédiats. Et ces souhaits immédiats, ce n'est pas nécessairement ce qui convient parfois le mieux sur le très long terme. Et la résilience, finalement, c'est cette idée de se dire, est-ce que notre société est capable de s'adapter à un choc qui serait important, et est-ce qu'elle a les ressources pour redémarrer, ou en tout cas s'adapter, prendre une autre voie aussi, pour s'adapter à ce choc qui pourrait se présenter. C'est pas simple parce que déjà quand on est soumis à se justifier par rapport à des choix qu'on pourrait faire dans cette optique politique, on peut être pris finalement un peu pour un fou ou pour un hurluberlu à se dire pourquoi est-ce qu'il y aurait des chocs, pourquoi est-ce qu'il y aurait des difficultés. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça semble plus évident avec les effets directs du changement climatique qu'on aperçoit déjà dans notre vie. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on a peut-être des arguments plus faciles pour dire il faut s'adapter, il faut changer, mais c'est vrai que sur le long terme, on peut évoquer des questions de rupture de réseau. Par exemple, on peut se dire, tiens, est-ce qu'un jour on peut se retrouver sans eau, puisque c'est un peu l'objet aussi de notre réflexion, sans eau ou sans alimentation en eau, en bien courant pendant 5 jours, 10 jours, 2 semaines, peut-être plus. Est-ce que c'est envisageable ? Je prends souvent cette image de dire, si on me dit à un moment que je dois prendre un avion et qu'il y a 1% de chance que cet avion s'écrase, je ne vais pas le prendre. Pourtant, si on essaye de réfléchir à la durée d'une vie sur 80 ans, est-ce qu'il peut arriver, est-ce qu'il y a 1% de chance que pour une raison, un incident climatique, on pense évidemment à cela, mais pas uniquement, hein. On voit certains dirigeants mondiaux qui n'ont pas toujours la tête sur les épaules ou qui n'agissent pas toujours de manière raisonnée. Est-ce qu'un Trump, est-ce qu'un Poutine, est-ce que quelqu'un dans un pays puissant pourrait entraîner une guerre, par exemple, hein? Mes ancêtres ont connu la guerre ici même à Fauvillers. Et en tout cas, c'est le rôle du politique de se dire qu'est-ce qu'on fait si ça arrive, même de manière tout à fait peu probable, mais malgré tout. S'il y a le moindre risque, il faut s'y préparer. En tout cas, ça doit être la mission du politique. La résilience, c'est ça, c'est se dire finalement, par rapport à un choc qui pourrait arriver, qu'est-ce qu'on fait? Et par rapport à un choc vis-à-vis de l'eau, qu'est-ce qu'on fait? Si à un moment on était à court, parce que les sécheresses à répétition fait qu'on doit rationner l'eau. Mais déjà, premièrement, rationner l'eau. C'est vrai qu'on voit aujourd'hui le réseau comme une possibilité de puiser sans fin. Chacun va y chercher pour ses usages et c'est vrai que quand il y a des sécheresses, on donne des restrictions. On dit aux gens, vous ne pouvez plus laver votre voiture, vous ne pouvez pas arroser vos fleurs, votre jardin. Mais ça va durer pendant quelques semaines, le temps que la situation se rétablisse. Si on était face à une situation beaucoup plus longue, où la sécheresse serait régulière et endémique, on pourrait déjà se dire, tiens, on a un quota d'eau de consommation annuelle, peut-être à gérer au niveau communal. Quels sont les usages prioritaires ? Est-ce que c'est l'agriculture? Est-ce que c'est le maraîchage? Est-ce que ce sont justement toutes les activités vivrières? Ou est-ce qu'on estime que c'est d'abord la consommation individuelle? Il faudra faire sans doute à un moment ces choix. Sur le long terme, c'est aussi sensibiliser les gens au fait que on est dans une société où on a pris l'habitude de consommer en direct, à flux tendu. On a souvent pour 3-4 jours de réserve devant soi, mais rarement au-delà. On va au magasin, on se réapprovisionne, on sort du travail, on passe chercher quelques courses pour le soir. C'est souvent comme ça qu'on fonctionne. Il y a 40-50 ans, ce n'était pas nécessairement comme ça qu'on fonctionnait. C'est aussi des habitudes qui sont très récentes et qui ne sont peut-être pas les bonnes, qu'il faut déconstruire pour en reconstruire d'autres. On a une réflexion ici au niveau de la zone de secours de la province de Luxembourg parce que la commune de Fauvillers est dans une zone noire, c'est-à-dire que quand on regarde la durée d'intervention des services de secours, ambulances, pompiers dans notre commune, malheureusement, dans certains cas, notamment la nuit, en hiver, quand les routes sont un peu difficiles, on peut se retrouver à des temps d'intervention allant jusqu'à 45 minutes. Et donc on a une réflexion plus globale qui est de se dire, est-ce qu'il ne faut pas préparer les citoyens à déjà essayer d'éviter les risques et puis à pouvoir
avoir des premiers gestes, des gestes de premier secours, des premiers bons réflexes face à des situations de crise. Alors elles peuvent être très ponctuelles, ces situations de crise, mais on voit qu'on pourrait aussi étendre cette réflexion à, tiens, est-ce que si à un moment on est sans eau pendant une semaine, est-ce qu'on a des réserves en suffisance chez soi déjà pour tenir? On peut très bien consommer de l'eau du robinet et avoir chez soi en plus quelques réserves d'eau pour tenir le coup. Alors c'est vrai qu'on sait que la Société Wallonne des Eaux qui gère notre réseau est tenue de distribuer de l'eau en cas de pépin, mais si ça concerne plusieurs communes, on peut se dire que ça va prendre du temps. Donc c'est jamais inutile. Ce sont des petits gestes de prévision que peuvent avoir les citoyens en se disant ça ne me coûte pas grand-chose, mais si je le fais, si jamais la situation se présente, je suis prêt. Et il vaut toujours mieux être prêt. La commune ne peut pas le faire, en tout cas au niveau communal, on n'a pas les moyens pour le faire pour l'ensemble de la population et se dire on aurait un stock stratégique pour l'ensemble de la commune. Par contre, on peut se dire on a aussi des réserves, notamment qui peuvent servir même en temps normal pour les ménages plus précarisés. Donc on pourrait très bien se dire on a des colis alimentaires, on pourrait se dire en plus de ces colis alimentaires, on prévoit des réserves pour les ménages les plus précarisés et pour avoir un peu aussi ce souci de faire face au moindre incident qui pourrait survenir. Et on est dans des projets, tant avec le parc naturel qu'avec les communes voisines, pour se doter d'outils à proximité, puisqu'on a toujours des agriculteurs, pour transformer la nourriture, pour transformer les ressources qui sont à proximité. On a un hall relais pour la transformation des céréales qui est en projet sur le parc naturel. On a un autre hall relais à Bastogne avec plusieurs communes en projet pour la transformation de la viande, des produits laitiers, qui sera accompagné d'une cuisine collective qui va servir dans un premier temps pour les écoles, mais aussi pour des repas à domicile pour les personnes justement isolées ou les personnes âgées. En fait, la résilience, ce n'est pas uniquement être prêt à 100%. C'est clair qu'on peut se dire que face à un choc, on ne sera jamais prêt à 100%. S'il y a vraiment quelque chose qui vient déstabiliser notre société, on a vu des blackouts dans certaines parties de l'Amérique, des États-Unis, qui ont été rapidement maîtrisés. Mais si on imagine un événement comme ça qui devait durer, ou en tout cas des problèmes d'alimentation de manière plus régulière sur le réseau électrique ou sur le réseau en eau, on peut se dire qu'effectivement, on n'est pas préparé à 100% à y faire face. Mais avoir anticipé au maximum, avoir déjà en tout cas des amorces, en sensibilisant les gens, en leur disant voilà, vous avez déjà aussi des habitudes chez vous, dans chaque ménage, qui peuvent faciliter les choses en cas de coup dur, et aussi en ayant créé au niveau communal et intercommunal des liens autour des producteurs, autour des gens qui justement au niveau de nos territoires peuvent fournir et peuvent répondre aux besoins primaires des gens. En ayant déjà amorcé ça, ça va nous permettre de nous dire c'est déjà existant, on peut le renforcer, on peut aller plus loin et on a déjà une base. Donc c'est clair que c'est évidemment se dire c'est pas nécessairement se dire on prévoit le pire, c'est aussi se dire on peut prévoir des choses qui nous apportent déjà au niveau local, parce que c'est clair qu'encourager les producteurs locaux, avoir une production locale, avoir des circuits courts, c'est un gain de qualité de vie déjà maintenant. Mais en plus, en cas de coup dur, effectivement, c'est quelque chose qui peut servir et qui peut servir sur le long terme. Et de toute façon, ma conviction, c'est qu'une économie dans laquelle on fait faire le tour du monde à un steak parce qu'on le fait grandir en Argentine, on le transforme en Chine et puis on le mange en Belgique, ça n'a pas de sens. Et à un moment, il faudra prendre compte aussi du coût écologique. Et même si quelque chose est moins cher parce que le pétrole est peu cher et qu'on peut se permettre de faire le tour du monde avec un steak pour qu'il finisse dans notre assiette, à un moment, on n'aura plus ce moyen-là. Et donc on va devoir revenir à des choses qui ont existé et fonctionné par le passé, que parfois on a l'impression de redécouvrir aujourd'hui, mais qui fonctionnent. L'information, effectivement, par rapport aux changements qui risquent de nous concerner dans le siècle à venir, elle est assez précise. Je pense que le consensus scientifique du GIEC n'est absolument plus remis en cause et les conclusions sont claires. On parle, en tout cas si on va vers les scénarios les plus extrêmes, il y a certains scénarios qui parlent d'une désertification de l'ensemble du sud de l'Europe. Donc ça sont des scénarios inquiétants. Alors on peut se dire on a encore plusieurs dizaines d'années devant nous avant d'arriver là, mais c'est clairement les actions qu'on va poser aujourd'hui qui vont déterminer l'avenir de la planète et la possibilité
de vivre sur la planète de manière saine. Alors bien sûr, il y a aussi toujours d'autres alternatives qui nous sont proposées, comme la géo-ingénierie. On parle pas mal aussi de ces solutions où la technologie pourrait venir au secours du climat, notamment en injectant du soufre dans l'atmosphère ou ce genre de choses en haute altitude pour stopper le rayonnement solaire. Voilà, on évoque aussi d'autres possibilités qui finalement nous laissent à penser qu'on trouvera toujours une solution. Mais en attendant, la solution, en tout cas, elle n'est pas là. Et donc, on doit aujourd'hui changer nos comportements et on doit aujourd'hui penser à l'avenir de nos enfants en nous disant qu'est-ce qu'on va leur laisser comme planète et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour qu'elle soit le plus viable possible, en tout cas qu'elle reste viable. Cette information, elle est là. On a des réseaux de diffusion, réseaux sociaux qui sont performants. Elles devraient se diffuser largement, être relayées et ouvrir les consciences. Il y a plusieurs choses. Il y a déjà, je pense, le fait que les réseaux sociaux ont facilité aussi une consommation à très courte durée. Il y a énormément d'informations qui circulent et donc ce qu'on entend parfois d'inquiétant ou qui devrait nous faire prendre conscience est très vite contrebalancé aussi par d'autres informations, par parfois du loisir aussi. Sur les réseaux sociaux, on va toujours aussi être beaucoup plus sensible, voire même rechercher les informations qui vont dans notre sens. Donc si on a envie de se voiler la face, si on n'a pas envie d'y croire, c'est facile aussi. On le voit avec toutes les théories du complot qui foisonnent et qui ont encore plus de succès aujourd'hui qu'avant l'ère des réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation, où finalement, entre deux informations, je vais toujours privilégier celle qui va dans mon sens. C'est beaucoup plus simple de se dire ça va dans mon sens et j'ai raison que de se remettre en question ou de se dire je dois repenser ma vision du monde. Puis entre une information positive et une information négative, on va aussi préférer sans doute l'information positive. Pourtant, ce n'est pas nécessairement celle-là qui est la plus fiable. Et c'est vrai, on le voit, les scientifiques le disent, ils ne savent plus comment mettre en garde, ils ne savent plus comment tirer la sonnette d'alarme. Chaque rapport est plus inquiétant, les uns après les autres, ils se succèdent et ils sont de plus en plus inquiétants. Et il y a une prise de conscience, mais elle semble quand même toujours rester marginale. Et pour une grande partie de la population, elle reste encore largement hypothétique, cette prise de conscience. Maintenant, c'est compliqué. Peut-être que c'est une question aussi d'éducation. Peut-être que ça devrait intégrer plus profondément notre éducation, les parcours scolaires. Est-ce que c'est une question aussi de sensibiliser à ce niveau-là? Je pense que ça ne passera pas non plus le changement de comportement sans des contraintes, même si c'est très difficile d'aborder ce sujet. Mais pourtant on l'a fait sur d'autres dossiers, sur la question de la santé par rapport à la cigarette. Quand je regarde il y a 40 ans, là par contre, effectivement, on a bien progressé et on a établi des contraintes. La sécurité routière, c'est une contrainte. À un moment, cette contrainte, elle doit pouvoir s'appliquer aussi à la société de manière plus large. Et quand on dit, ben voilà, vous prenez la route, si vous voulez que cette route soit sécurisante pour tout le monde, il y a des règles à respecter. Ici, on vit ensemble sur la planète, on est plus de 7 milliards. On nous dit qu'on arrivera même encore à bien plus d'ici la fin du siècle. Comment est-ce qu'on fait à 10 milliards sur une planète pour vivre en respectant tout le monde et en donnant les mêmes chances à tout le monde, en donnant finalement la même possibilité à chacun de vivre de manière confortable sur cette planète? Si on veut vraiment y arriver, on ne peut pas se dire que le niveau de vie européen ou occidental est le niveau de vie appliqué partout. Et donc à un moment, il faudra des contraintes, d'abord chez nous, pour permettre à chacun de vivre de manière sereine et avec une qualité de vie suffisante. Mais ça, c'est particulièrement inaudible parce que ça veut dire effectivement qu'à un moment, il y aura des choix à faire et que ces choix ne seront pas simples, qu'il faudra renoncer à des choses, à des satisfactions immédiates, des plaisirs immédiats et qu'il faudra, oui, choisir entre ce qui nous semble essentiel et ce qui nous semble accessoire. Or aujourd'hui, personne n'a jamais imposé ce choix à la société. Donc c'est vrai que c'est particulièrement compliqué et je pense que tout le monde, politique y compris, essaye de différer ce moment où on devra faire ce choix. Et c'est plus facile de faire ce choix face au mur que de dire 10 ans avant de prendre le mur, maintenant il est largement temps déjà de
s'imposer ses choix. C'est ce qu'on a vu avec la crise du coronavirus aussi, hein. Il a fallu qu'il soit chez nous et qu'on ait le premier pic d'hospitalisation pour qu'on se dise « Ah oui, ça peut arriver ». Et pendant des semaines, on nous avait répété « Non, c'est pas grave, ça va passer, ça va pas arriver chez nous, c'est la Chine ». Et puis après « Oh, c'est pas grave, c'est l'Italie, vous savez les Italiens, comment ils sont certainement mal protégés, ils ont certainement pris ça par-dessus la jambe et c'est pour ça qu'aujourd'hui ça ne va pas ». Puis finalement, c'est arrivé chez nous et on a été un des pays d'Europe les plus touchés. Il a fallu être face au mur aussi. C'est inévitable, c'est le cerveau humain, et puis surtout quand il s'agit de prendre des mesures difficiles pour le politique, ben voilà. Le fait de vivre dans une société globalisée, mondialisée, fait qu'on a encore plus l'impression finalement d'être dépossédé des décisions, puisque souvent ces décisions sont soumises à des choix qui sont internationaux, et même parfois simplement à la loi du marché, en tout cas aux intérêts de certains. On peut prendre en exemple, j'écoutais récemment des débats sur la 5G en France, où finalement les défenseurs de la 5G, alors il y avait des maires écologistes qui s'opposaient à la 5G en disant c'est une dépense d'énergie inutile, à quoi sert-il d'aller dépenser de l'énergie folle, parce que c'est ce que ça impliquera la 5G, pour avoir des téléphones encore plus connectés. Et donc sur cet angle de l'écologie et de la dépense inutile. Et de l'autre côté, on leur répondait « Ah oui, mais si on ne le fait pas, la France va être en retard au niveau mondial, elle va passer à côté d'une technologie qui va faire l'avenir de l'économie, etc., etc. » Et donc on est toujours dans cette tension où on n'a pas le choix, il faut suivre finalement ce que tout le monde veut, ou en tout cas ce que certains veulent dans certains intérêts financiers. Il faut suivre ces intérêts financiers et il faut suivre la voie que l'économie a tracée pour le monde. Et effectivement, on voit très peu aujourd'hui de courage politique et de personnes qui disent « ben non, on a finalement un Parlement européen qui a une taille critique pour jouer son rôle au niveau mondial. On a des États où on peut aussi dans chaque État dire « non, nous ça on n'en veut pas » ou « nous on prend telle et telle réglementation, telle et telle obligation ». On le fait, mais ça reste encore fort marginal. On voit qu'effectivement le Parlement européen a pris des mesures assez strictes sur la pollution automobile. On se demande même comment les marques vont pouvoir suivre, en tout cas en restant sur des moteurs thermiques à l'horizon 2030. Donc il y a quand même possibilité de le faire, mais on le fait toujours de manière finalement assez différée. Et faut dire aussi qu'il y a toute une série de lobbies derrière qui savent défendre leurs intérêts. Il y a la justice qui peut s'en mêler. Alors on est passé très près de voter finalement le CETA avec certaines clauses qui permettaient même aux multinationales d'attaquer des législations nationales qui auraient été en leur défaveur. Donc on voit que, en tout cas, si le politique ne fait rien ou s'il ne joue pas son rôle, le rôle est pris par le néolibéralisme, par l'économie de marché qui va nous imposer finalement une marche à suivre en estimant que c'est pour le bien de tous. Est-ce que c'est pour le bien de tous? Clairement, dans les pays européens, oui, on a une classe moyenne qui a progressé et qui aujourd'hui jouit d'un niveau de vie qui est nettement plus intéressant peut-être que ce qu'on connaissait au 19e ici en Europe, oui, certainement. Maintenant, au niveau mondial, on peut se rendre compte que finalement, les classes ce prolétariat qui était celui du 19e siècle, qui travaillait dans les usines ou qui était finalement la masse ouvrière du 19e siècle, elle s'est déplacée. Elle n'est plus chez nous, ok, on ne la voit plus, et c'est vrai que nous, en classe moyenne, on vit mieux, mais finalement, ça a accepté aussi que d'autres souffrent pour ces biens de consommation, souffrent pour ce modèle d'économie, et que cette souffrance, elle ne soit que délocalisée. Donc finalement, cette démission, parfois du politique, parce qu'on ne peut pas vraiment parler de ça, elle crée du tort ailleurs et elle crée une société qui est injuste au niveau mondial. Mais on a le pouvoir, en tout cas si on le souhaite, de changer ça. Enfin, du moins j'y crois, sinon je pense que je ne ferai pas de politique. Maintenant c'est désespérant parce qu'on se sent seul, c'est désespérant parce qu'on se dit les choses bougent peu et le Parlement européen, ok, mais tant qu'il est dominé par certains partis, ça ne changera pas. Et ça, c'est le citoyen qui vote et donc c'est le reflet aussi d'un choix démocratique. Mais ça interroge aussi sur finalement la responsabilité du politique, oui. Se dire, voilà, à un moment, ces choix, on peut changer les choses si on fait le choix de le changer aussi et si on assume cette mission qui nous est confiée. Mais
pour beaucoup, c'est plus simple sans doute de faire comme on a toujours fait. C'est aussi toujours plus confortable, ça c'est évident.